Le créole, ça sert pas à grand-chose. C'est pas avec ça qu'on va réussir. Puis de toute façon, c'est même pas une langue. C'est une langue, le créole. C'est des choses qu'on entend tous les jours. Je vous propose d'en discuter avec une sociolinguiste. Bienvenue dans notre causerie des sciences du langage, avec une série consacrée aux langues et cultures créoles, avec cette question: pourquoi les créoles intéressent les chercheurs? Aujourd'hui, nous allons parler représentation linguistique. Bonjour Madame Noël. Bonjour. Audrey Noël, vous êtes sociolinguiste, vous êtes maître de conférences en sciences du langage, rattaché au laboratoire LCF, laboratoire de recherche sur les espaces créoles et francophones. Et nous sommes ensemble aujourd'hui pour évoquer la notion de représentation linguistique. Qu'est-ce que c'est qu'une représentation linguistique? Bonjour Francky Laurette. Alors, pour répondre à votre question, une représentation linguistique, c'est une idée, c'est une perception qu'on se fait sur une langue ou sur les usages d'une langue. Ou sur une forme, une variante d'une langue, ce qu'on appellerait une forme dialectale. Une représentation linguistique, elle s'associe à des attitudes linguistiques. C'est-à-dire que je vais avoir une représentation, donc une idée, une image de ma langue, et je vais avoir une attitude, donc par exemple je vais la parler ou pas, qui va être en accord ou au contraire qui va être en désaccord avec ma représentation. Je peux vous en donner un exemple. Par exemple, si je parle une langue que je pense ne devoir parler que chez moi, qu'avec des amis, avec des gens que j'aime bien, donc c'est ma langue, voilà, ma langue de l'intime, eh bien cette langue, en fait, je ne la parlerai pas à l'extérieur. Donc là, dans ce cadre-là, j'aurai une attitude, donc des pratiques linguistiques qui sont en accord avec mes représentations. D'accord, mais quand on parle de représentation linguistique, est-ce que c'est la même chose que les préjugés, les idées reçues, on se situe dans le même cadre? Alors oui, on se situe effectivement globalement dans le même cadre. En fait, en quelque sorte, on pourrait se dire que les représentations linguistiques, ce sont des idées reçues qui portent sur du matériel linguistique. Ensuite, on a des idées reçues qui vont porter sur plein de choses dans notre vie, sur la culture, sur le monde qui nous entoure de façon plus générale. Et effectivement, après, on a d'autres termes qui gravitent autour de cette notion d'idée reçue, de représentation linguistique. C'est ce que vous avez cité, les préjugés, les stéréotypes. On a aussi la notion de cliché. Donc tout ça, ce sont des termes qui sont assez proches. Alors si vous voulez, je peux vous en donner peut-être des éléments de définition, comme ça clarifie un peu ces différents termes. Alors une idée reçue, donc qu'elle soit linguistique ou non linguistique, c'est une idée qui circule dans une communauté, dans une culture. C'est une idée qui paraît simple. En fait, elle est simple, elle est évidente, donc c'est pour ça que c'est une idée reçue, et elle est aussi facilement confortée par l'expérience. C'est-à-dire que parfois j'ai une idée reçue, dans ma vie il m'arrive une situation qui va venir conforter cette idée reçue. Donc finalement je me dis, j'ai tout à fait raison de penser ça, puisque la vie me donne l'exemple que c'était la bonne façon de penser. Une idée reçue, elle n'est pas toujours fausse, parfois elle est vraie aussi. Je peux avoir une idée reçue qui va être confortée justement par l'expérience, ou lorsque je vais apprendre des choses, donc avoir des connaissances, je vais me rendre compte que je pensais juste. C'est tout à fait possible. Et puis bien sûr, on a les idées reçues qui sont fausses, celles qu'on combat au quotidien, et avec la fameuse expression combattre les idées reçues. Donc ça, c'est pour cette catégorie très générique d'idées reçues. Ensuite, l'idée reçue, elle peut se matérialiser de différentes façons. Donc, elle peut prendre la forme d'un cliché, d'un stéréotype et d'un préjugé. Alors, je vais peut-être commencer par le préjugé qui est le plus simple à comprendre. Le préjugé, c'est donc quand j'aurai une idée reçue que je vais associer à un sentiment particulier ou bien à un jugement moral. Donc, jugement moral, bien, mauvais, c'est un gentil, un méchant, bon ou mal. Là aussi, je vous donne un exemple qui n'a rien à voir avec la linguistique, mais qui permet de bien comprendre. Si par exemple, je me fais mordre par un chien, un gros chien noir,
j'ai une expérience malheureuse, je vais ressentir des sentiments négatifs, et je peux avoir une appréhension envers les chiens noirs, ce qui serait normal. Je peux aussi développer un préjugé. Donc je peux me dire que finalement, tous les gros chiens noirs sont méchants, et tous les gros chiens noirs vont me mordre. Donc ça, je suis passée dans la catégorie du préjugé. Ensuite, quand j'ai un préjugé que je vais appliquer comme ça à une catégorie et à un groupe assez vaste, je vais parler de stéréotypes. Et donc là, par exemple, je peux avoir un stéréotype sur les chiens de façon générale. Pour en revenir, on va dire, aux communautés linguistiques, aux questions, on va dire, de sociolinguistique, le stéréotype, je peux me rendre compte que j'en ai sur des locuteurs, que j'en ai sur des nationalités. Par exemple, Francky Lorette, si je vous demande quel est le stéréotype du français dans le monde, comment on se représente? Moi, je dirais que le français, c'est la baguette, le béret, oui. La musette, le vin. Voilà, c'est ça. C'est globalement ça. Et effectivement, le stéréotype de la personne française, ça va être ça. Pareil, on peut décliner les exemples. Hein, le stéréotype de l'antillais. Rome, musique, zouk, plage, cocotier. Voilà. Voilà, c'est ça. Donc, voilà, marocain, le couscous, etc., etc. Donc, les stéréotypes, de toute façon, on s'en rend compte, enfin, on les conscientise quand, par exemple, on va avoir des spectacles d'humoristes, parce qu'ils aiment bien jouer sur les stéréotypes et les rappeler. Et je pense, par exemple, à Gad Elmaleh, qui va dire « Ah, tu es un marocain, j'adore le couscous ». Voilà. Donc, on a un bel exemple de stéréotype à ce moment-là. Et donc le dernier terme qui peut nous intéresser, donc le terme de cliché. Alors le cliché, c'est un stéréotype également, mais le cliché, en fait, on sait que c'est un stéréotype. Alors que le stéréotype, on peut ne pas forcément se rendre compte qu'on a un stéréotype. Le cliché, on le sait. Là aussi, je sors du domaine linguistique. Si je vais au cinéma, que je regarde un film romantique, et que je rentre et que je vous dis dans ce film, l'histoire d'amour était vraiment cliché. En fait, voilà, le cliché, le film d'amour mettait en scène un stéréotype très classique, très banal, enfin voilà, c'est toujours le même, et j'ai eu conscience à ce moment-là que c'était bien un stéréotype. Donc je vais pouvoir parler à ce moment-là de cliché. Donc, quand j'ai des représentations linguistiques, soit je peux avoir une idée reçue, soit effectivement, ces représentations linguistiques, elles peuvent se transformer en préjugés, en stéréotypes ou en clichés, à la fois sur les personnes qui parlent et sur leur langue. D'accord, donc tout le monde en a des idées reçues, des préjugés, des clichés. Pourquoi est-ce qu'on a des représentations linguistiques ? Alors, on a des représentations linguistiques parce qu'en fait, on ne peut pas ne pas en avoir. Enfin, de la même façon qu'on ne peut pas ne pas avoir d'idées reçues. En tant qu'être humain, on a besoin de comprendre le monde dans lequel on évolue. Donc, soit on a appris des choses, donc on a de la connaissance qui nous permet de comprendre notre monde, soit quand on n'a pas de connaissances, eh bien on va avoir des représentations, on va avoir des présupposés, des hypothèses. Hein, de la même manière qu'un enfant, quand il naît, quand il fait ses premières expériences, en fait il va apprendre par l'expérience et en faisant des hypothèses. Donc finalement c'est un peu le même mécanisme. J'ai rarement pas d'opinion sur un sujet. Pourtant, on est par exemple très peu dans le monde à être politologue, spécialiste en sciences politiques. Pourtant, on a tous une opinion sur la politique, clairement. Donc, j'en ai besoin de ces représentations-là pour fonctionner. Et on a des représentations linguistiques sur toutes les langues ? Oui. Oui. Parce que moi j'évoquais le créole au départ, mais on a aussi des représentations linguistiques sur les grandes langues européennes ou sur les langues totalement perdues. Oui, totalement. On a des représentations sur tout ce qui nous entoure et sur toutes les langues qui sont parlées, et d'ailleurs même des langues qu'on n'a jamais entendues. Hein. On peut avoir aussi une représentation. Si, par exemple, je pense à une langue amérindienne, je vais peut-être avoir une représentation, une image phonétique qui me vient parce que je vais faire des liens avec un film que j'ai vu où il y avait des choses qui peut-être pouvaient s'apparenter à une langue parlée en Amérique du Sud. Enfin voilà, je vais comme ça me construire une représentation. On a des représentations sur les langues dites officielles, donc les grandes langues qui sont parlées dans le monde entier. Par exemple, le français. On a des représentations qui sont positives la plupart du temps sur le français.
Hein, c'est la langue de la littérature, c'est la langue de Molière, c'est la langue de l'amour, voilà, de la poésie, enfin beaucoup de représentations de ce type-là. Quand on interroge les gens, ils vont aussi dire à quel point le français c'est une langue qui est riche, voilà, qui est pleine de subtilité, donc on peut tout dire en français, comme si on ne pouvait pas tout dire dans toutes les langues d'ailleurs. Et dans le même temps, on peut aussi avoir des représentations négatives sur le français. C'est difficile à apprendre, ah oui, impossible à maîtriser. C'est ça, l'écrit du français c'est très compliqué, l'orthographe, enfin voilà, et puis la langue de la poésie, effectivement c'est très beau, mais c'est aussi parfois assez obscur en termes de sens, donc c'est aussi des représentations, on va dire, moins positives qu'on entendra sur le français. Un autre exemple, l'allemand. L'allemand, on a une représentation qui est parfois négative de la langue. Hein, c'est une langue qui est dure, qui est sèche, qui a un côté tranchant, etc. Pourquoi on a cette représentation? Tout simplement liée à l'histoire. Hein. En fait, quand on imagine l'allemand, on imagine le locuteur allemand, et classiquement, on a l'image du nazi qui nous vient en tête. Parce que voilà, on a cette histoire, ce contexte historique-là qui nous a forgé cette image-là. Et donc, on va avoir cette représentation négative de l'allemand. Quand, au contraire, si je peux avoir une représentation très positive de l'allemand et souligner aussi à quel point la musique allemande est très belle, très mélodieuse, il y a aussi de la littérature, enfin voilà, l'allemand, bien sûr, est connu et peut être valorisé sur d'autres plans. Et sur le créole réunionnais, alors quelles sont les représentations linguistiques? Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Alors sur le créole réunionnais, déjà je vais commencer par vous dire qu'on s'intéresse aux représentations linguistiques depuis assez longtemps. Et l'un des travaux, moi, que j'aime bien citer, c'est celui de Claudine Bavoux, qui a travaillé sur les représentations donc, dans les années 2000 et qui a croisé les représentations linguistiques et les attitudes, donc les pratiques des locuteurs créolophones. Alors, Claudine Bavoux, elle a l'habitude de faire la distinction, enfin en tout cas elle proposait dans ses travaux de faire une distinction entre 3 champs de représentation linguistique. Elle parlait de questions, de croyances et de tabous. Alors on peut aussi tout à fait aujourd'hui reprendre cette catégorie et comme vous allez le voir, on constate qu'on a encore les mêmes représentations, enfin elles ont un petit peu bougé évidemment, mais que quand même on a beaucoup de représentations qui continuent à s'entendre aujourd'hui, donc 20 ans plus tard. En ce qui concerne les questions, donc pour Claudine Bavoux, donc les locuteurs réunionnais parfois ont des croyances, enfin des idées, vraiment des idées reçues, donc des affirmations, et parfois ont vraiment des questions qui restent en suspens. Donc ils vont le verbaliser comme ça. Moi, je me pose cette question, moi, je me suis toujours posé cette question, j'ai toujours pas la réponse, etc. Donc là, je vous ai mis quelques exemples des questions qu'on entend les plus souvent, et je pense que vous les avez entendues aussi. Est-ce que le créole, c'est une vraie langue, ou est-ce que ça serait pas plutôt un sous-français? Est-ce qu'il y a un seul créole ou il y a plusieurs créoles qui sont parlés à La Réunion? Ça, c'est aussi une grande question. Est-ce que parler le créole, c'est un handicap pour l'école, pour la scolarisation, pour la réussite professionnelle? Est-ce qu'on réussit moins bien quand on parle créole? Donc ça fait partie vraiment des questions que continuent à se poser de nombreux locuteurs réunionnais. Je vais répondre à certaines de ces questions parce que l'idée n'est pas de laisser les téléspectateurs avec des questions sans réponse, justement. Alors, le créole est évidemment une vraie langue. Elle a un statut de langue régionale depuis 2001 et puis depuis bien avant, elle est étudiée en tant que langue par les créolistes notamment. On a un seul créole à La Réunion qui a des variantes, de la même façon qu'on a un seul français en France, avec des formes variantes de français qui sont parlées un petit peu partout sur le territoire. Et parler créole, en soi, n'est pas plus handicapant que parler espagnol ou allemand ou portugais ou malgache quand on est enfant et qu'on apprend des langues. Donc il n'y a pas de raison pour que le créole soit un problème. Et ça, de nombreuses études sur le bilinguisme et l'acquisition ont bien montré qu'il n'y avait aucun souci particulier.
Ensuite, donc deuxième grande catégorie, vous avez les croyances. Donc là, justement, on est plutôt de l'ordre des affirmations. Donc, par exemple, on a certains locuteurs qui vont dire que le créole, c'est facile à apprendre. Voilà. Bah non, il n'y a pas besoin de prendre de cours, parce qu'en fait, c'est hyper facile. Il suffit d'aller au marché forain, d'écouter les gens parler, d'écouter Freedom. Enfin, ça, c'est globalement les idées qu'on entend. On peut entendre aussi que le créole, c'est un mélange de langues. Voilà, donc le créole, c'est multilingue en quelque sorte. Le créole, c'est une langue orale. Ça aussi, c'est une croyance qu'on entend. Et le créole, de toute façon, comme il varie beaucoup, parce que voilà, on le parle très différemment à La Réunion, ben, on ne peut pas le standardiser, ce qui varie trop. Donc là aussi, je réponds à ces idées reçues, à ces représentations. Donc le créole est facile à apprendre, oui, quand on est francophone peut-être, parce que le créole partage un certain nombre de points communs avec le français. Mais si je suis locuteur espagnol ou locuteur allemand, c'est peut-être plus compliqué d'apprendre le créole. Hein. J'ai moins de référents, j'ai moins de points de comparaison, donc c'est pas si simple que ça. Et même si vous connaissez des gens qui viennent d'arriver à La Réunion, en leur posant la question, je ne suis pas sûre qu'ils pensent apprendre facilement le créole en écoutant Freedom. Enfin, c'est pas si simple. Le créole est un mélange de langues. Alors ça, c'est une idée reçue qui nous vient du fait qu'on dit que la population réunionnaise est pluriculturelle, plurilingue, voilà, qu'on a un mélange en fait de cultures à La Réunion. C'est vrai pour la population, c'est un petit peu moins vrai pour le créole, même si là, vous voyez, c'est pas tout à fait faux non plus. Hein, on est bien sur le côté idée reçue qui n'est pas totalement sans fond de vérité non plus. Le créole, c'est composé à 80-90% de français, enfin en tout cas d'un français qui était parlé au XVIIe, XVIIIe siècle, donc très, très éloigné du français moderne d'aujourd'hui. Et ensuite, il y a des apports d'autres langues, mais ce n'est pas un mélange, comme on imagine, une salade composée de plein de langues. Le créole est une langue orale, oui, effectivement, mais comme toutes les langues, enfin comme quasiment toutes les langues qui sont parlées, puisque le créole est parlé. Donc il est oral forcément. Pourtant, il est aussi écrit, et il s'écrit depuis longtemps. Il continue à s'écrire aujourd'hui, et il continuera certainement à s'écrire, même il s'écrira peut-être de plus en plus. Donc voilà, là aussi, c'est ni vrai ni faux. Oui, c'est oral, mais exactement comme toutes les autres langues du monde le sont. La seule langue, à ma connaissance, qui ne l'est pas, c'est le latin, puisque c'est une langue morte. Et le créole ne peut pas être standardisé car il varie. Bah là, ça renvoie à l'idée qu'on avait vue précédemment. Hein. En France, on a aussi des variantes régionales de français. On ne parle pas tout à fait pareil dans le nord, dans le sud. Et pourtant, on a quand même une grammaire du français. Ça n'empêche pas d'avoir des grammaires. D'avoir un seul système. Exactement, c'est ça. Et puis, on a des petits éléments qui vont changer. Et donc, j'en arrive à la dernière catégorie, les tabous. Alors, on peut dire que ce sont des sujets tabous ou des sujets polémiques. Aujourd'hui, disons qu'il y a certains sujets qui sont plutôt des sujets polémiques. Donc, par exemple, le créole à l'école, ou la graphie du créole, c'est des sujets dont on parle facilement aujourd'hui, mais clairement, quand on en parle, ça va faire un débat assez vite, et on aura très vite des partisans du pour, des partisans du contre, avec des arguments que je ne vais pas vous détailler parce que ça serait très très long. Et puis ça remettra en jeu toutes les représentations que vous avez évoquées précédemment. Exactement. C'est peut-être pas la peine qu'on rentre dans le détail, mais en tout cas, si on veut en savoir plus, il suffit de regarder les réactions des internautes sur les réseaux sociaux dès qu'on a un article sur... oui, puis c'est un marronnier de la rentrée. Exactement, voilà, ça revient tous les ans, à peu près au moment de la rentrée scolaire, hein, le créole et l'apprentissage, justement. Après, il y a des sujets qui sont moins abordés aujourd'hui, donc qui restent du domaine un peu du tabou, ou en tout cas qui sont vraiment abordés plutôt avec des gens où on sait que ça ne fera pas polémique. La disparition du créole, par exemple. Ça peut être une crainte de certains locuteurs réunionnais. Pourtant, ce n'est pas forcément un argument là qu'on entend ou une idée qu'on voit facilement. Mais on sait que c'est une idée reçue, une représentation qui circule, que le créole ne disparaîtra jamais, ou au contraire que le créole va disparaître. Ça, ce sont deux représentations concurrentes qui circulent dans la société. Et puis la jeunesse du créole, et puis toutes les représentations qu'on peut avoir, hein, d'où vient le créole, voilà, langue africaine ou langue européenne. Enfin, là aussi, on a beaucoup de représentations sur la genèse. Et je pense qu'on en avait parlé d'ailleurs très longuement dans une précédente causerie, donc
je renvoie à cette causerie pour le détail de cette dernière représentation. Alors, toutes ces représentations linguistiques, donc elles conditionnent notre jugement et nous amènent à prendre des positions, à exprimer des opinions qui sont plus ou moins vraies. Mais est-ce qu'on peut agir sur ces représentations linguistiques? Est-ce qu'on peut Vous avez utilisé un terme tout à l'heure, est-ce qu'on peut combattre les idées reçues et les préjugés? Et comment le faire à ce moment-là? Alors, effectivement, on peut faire des choses, et je dirais qu'on peut agir soit d'un point de vue individuel, soit d'un point de vue collectif. Enfin, l'idéal étant d'agir sur les deux fronts en même temps. D'un point de vue individuel, déjà la connaissance. Quand je connais un sujet, donc quand je décide d'ouvrir un livre, de lire une grammaire du créole, par exemple, pour voir, confronter en fait mes idées, mes représentations et ce qu'il en est dit dans des ouvrages, dans un cadre scientifique. Donc déjà là, c'est un premier pas pour combattre les représentations, ou en tout cas pour les atténuer, pour les discuter, pour les questionner. Et on le voit bien avec les étudiants, hein, par exemple, ils peuvent arriver avec des représentations et puis on en discute dans le cadre des cours et elles vont s'assouplir, elles vont se modifier, elles vont se confronter aux autres. Donc la connaissance. Les attitudes aussi, les pratiques. Si justement, moi, j'ai la représentation que le créole, il ne faut pas le parler dans tel ou tel contexte, si finalement je vois d'autres personnes qui le font et que il n'y a pas de conséquences, il ne se passe rien, en fait, le ciel ne tombe pas du ciel, il n'y a aucune conséquence négative, et bien là, ça peut modifier ma représentation, puisque finalement, oui, en fait, ça se parle, effectivement, ici aussi, et puis ça permet de réussir, on va avoir comme ça des contre-exemples, finalement, donc les attitudes qui vont permettre de modifier les représentations. Ensuite, sur, on va dire, un plan un peu plus collectif au niveau de la société, là ça renvoie à la question de la politique linguistique, c'est tout ce qui va être action de reconnaissance. Quand je vais avoir justement des grandes instances institutionnelles qui vont prendre une décision, qui vont valoriser une action, qui valoriser quelque chose qui va mettre en valeur la langue et qui va lui asseoir son statut justement de langue, asseoir sa légitimité en fait à être une langue, et bien ça va aussi jouer sur les représentations. Ça va progressivement les atténuer, ça va les faire bouger. Donc on peut faire des choses. Après, les représentations, elles sont quand même profondément ancrées dans la société. Elles circulent depuis longtemps, elles sont partagées par souvent toute une société. Et donc, il faut aussi se dire que les représentations, elles bougent, mais avec le temps. Et que, voilà, on ne peut pas juste offrir une grammaire à quelqu'un et s'attendre à ce que 2 mois après, ils vous disent c'est bon, j'ai changé d'avis. Ça prendra peut-être un peu plus de temps que ça. Il faut laisser aussi ce temps de maturation au locuteur et à la communauté. Ce qui est intéressant dans ce que vous dites, c'est l'aspect où il y a l'action individuelle, mais que c'est aussi un codage culturel. Et quand vous avez parlé de politique linguistique, c'est-à-dire que l'action de la communauté, l'action des institutions est quand même capitale dans les représentations qu'on peut avoir de ce dont on parle, c'est-à-dire du créole réunionnais. Oui, absolument. Et je reviens aux réseaux sociaux que j'aime bien étudier. Quand on voit justement les commentaires, les réactions des internautes à certaines actions institutionnelles, on voit effectivement que les représentations, elles bougent. On a de plus en plus effectivement de représentations positives aussi. Donc des gens qui vont continuer à dire oui, mais à quoi ça sert une classe bilingue, parce que etc. Et puis des gens qui vont avoir un autre discours. Non, moi je suis pas d'accord, je trouve ça bien. Qui vont peut-être en fait diffuser d'autres représentations très positives, et ces représentations-là, le fait qu'il y ait une action institutionnelle qui donne un cadre, qui autorise et qui dit il n'y a pas de raison en fait de faire autrement, elles vont se diffuser beaucoup plus facilement. Et puis peut-être aussi
Le fait de pouvoir s'expliquer la création des préjugés, la création des idées reçues, de savoir d'où ça vient et pourquoi je pense comme ça peut aussi peut-être permettre de les faire s'évaporer, ces représentations. Oui, c'est ça. Et puis déjà, de les remettre en question. Et voilà, justement, ce qui est compliqué dans la représentation, c'est quand vraiment elle est devenue une certitude. Je suis sûre de ça. Alors quand on commence à toucher à l'idéologie, je suis sûre de ce que je pense et oui, bah, tu peux me dire ce que tu veux. Moi, au contraire. Puis moi, en fait, j'ai vécu ça, donc je sais que c'est vrai, en fait, ce que je pense. Donc là, je suis dans la certitude et effectivement, le fait de douter, de remettre en question ce qu'on sait ou ce qu'on pense quotidiennement, c'est important. Et donc peut-être de se rendre compte qu'effectivement, ce qu'on pense, eh bien, on l'a appris d'autres personnes, on l'a appris de sa communauté de façon très inconsciente et c'est venu à nous comme ça. Et c'est pas vraiment forcément ce qu'on pensait de base. Enfin, en tout cas, c'est pas une pensée qui nous est spécifique, hein, c'est vraiment une pensée de toute une communauté. Ça permet effectivement de questionner, de remettre en question ça plus facilement. D'accord, bah vous terminez avec finalement la posture idéale du chercheur, hein, qui doute constamment, qui ne cesse de questionner les choses et de les comprendre. Merci en tout cas de nous avoir éclairé sur les représentations linguistiques, sur ce qu'on pense et pourquoi, et aussi sur les moyens d'agir et cet espoir finalement pour notre épanouissement à chacun, de se libérer de clichés, de stéréotypes, de croyances, et de faire confiance finalement à la science, ou de s'en remettre à la science, pour pouvoir porter un regard moins codé culturellement sur nous et sur ce qui nous entoure. Merci. Merci beaucoup Madame Noël. À une prochaine causerie peut-être. Ah bah oui, peut-être.